Salut à tous, salut Thierry. Bonjour Baptiste. Alors, aujourd'hui, on va parler de la trilogie d'Oslo, qui est une série de 3 films réalisés par Dag Johan Ågerud, qui est un réalisateur norvégien. Et en fait, ce sont des films qui ne sont pas sortis tout de suite en France, puisqu'ils ont été présentés à Berlin et à la Mostra de Venise au cours des 2 dernières années. Ouais, entre fin 2024 jusqu'à Berlin 2025. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, un distributeur français a eu l'idée de plutôt les sortir tous les 3 ensemble. Il s'est sorti début juillet. Enfin, ils ont égrené un premier film, ensuite un deuxième et un troisième en 3 semaines. Et en fait, finalement, le résultat est plutôt assez heureux parce que ça permet de voir les correspondances qu'il y a entre ces films et tout simplement de voir en accélérer l'émergence d'un auteur que nous on connaissait pas. Il avait fait des films avant. Ouais, je pense pas que grand monde le connaissait. Voilà. En France, en tout cas, en France. Mais en Norvège, il avait une carrière où il avait fait quelques moyens courts métrages et 1 ou 2 films, 2 longs métrages. Ouais. Et aussi, il s'était plutôt fait connaître au départ comme étant un romancier. Et donc, on peut le voir dans ces films parce que ce sont des films qui sont traversés, et certains diront inondés, par la parole et les dialogues. Des dialogues très bien écrits, on va y revenir. Mais pour cadrer un petit peu, ce sont des films, donc l'un s'appelle Désir, l'autre s'appelle Amour, et enfin le troisième s'appelle Rêve. Rêve qui a quand même eu l'Ours d'Or. Hein. Exact. Voilà, exact. Donc pas n'importe quoi. Et en fait, ce sont des films qui vont s'intéresser à l'amour avec un grand A, mais via à chaque fois une galerie de personnages qui vont interagir entre eux dans des longues scènes dialoguées, où il y aura des petits interludes dans ces scènes dialoguées, on va en reparler, mais c'est vrai que le gros morceau de ces films-là, ce sont des scènes dialoguées. Qu'est-ce que toi tu en as retiré de ces films-là dans les scènes de dialogue? Est-ce que quand on est un cinéphile accompli comme tu l'es, est-ce qu'on peut se satisfaire pleinement d'un film très dialogué comme ça? Oui. Pour faire une réponse très simple, lorsque les dialogues sont à ce point maîtrisés dans leur finesse d'écriture, au niveau de la dialectique qui peut être mise en œuvre pour pouvoir faire avancer ces dialogues entre les différents personnages, oui, clairement, c'est quelque chose qui est relativement rare au cinéma. Il peut y avoir un cinéma de la parole très importante, mais sans qu'elle soit directement comparable avec ce qu'on peut avoir dans cette trilogie. Ce qui est très notable, c'est que ce sont systématiquement des dialogues qui sont entre guillemets pacifiés. Les situations peuvent être plus ou moins conflictuelles. Donc, si on parle du dernier qui soit sorti en France, Désir, la première scène est déjà une scène de dialogue entre 2 collègues de travail. L'un qui raconte ses rêves, l'autre qui raconte son expérience, qui est sa première expérience extra-conjugale qu'il a eue la veille. Qui se trouve être une relation homosexuelle. Qui se trouve être également une relation homosexuelle. Et ce personnage de nous dire que dans la foulée d'avoir eu cette relation extra-conjugale, il l'a directement annoncé à sa femme sans y voir absolument aucune malice, mais parce que pour lui, il l'avait pas trompé, quoi. Il avait eu une expérience en tant que telle, et il se devait de la partager avec sa femme, limite heureux de la partager avec sa femme pour dire qu'il avait vécu quelque chose d'exceptionnel. C'est ça. Sa femme l'a moins bien pris que ce qu'il ne pensait, et donc ça mène, en particulier sur cet aspect-là, entre le mari et la femme, à de très très longues discussions, puisqu'ils ont des points de vue qui sont relativement opposés, et la femme essaye de faire la démarche de compréhension, le mari essaye de faire la démarche pour que la femme puisse comprendre ce qui l'a motivé, et même on sent qu'il y a une petite friction latente, bien sûr, mais jamais cette discussion entre le mari et la femme, la voix ne va jamais s'élever, il n'y aura jamais une insulte qui sera prononcée. Enfin, c'est vraiment progressivement, pas à pas, chacun amène ses arguments pour essayer de trouver un terrain d'entente, et c'est vraiment quelque chose qui va
rayonner sur la totalité des 3 films de la trilogie. On ne s'emporte jamais, on essaye toujours de trouver un terrain d'entente au travers de la discussion. C'est vraiment rarissime. Ouais. En fait, globalement, il y a une confiance dans la parole, effectivement, dans ce cinéma-là. Évidemment, on a dit que le réalisateur était romancier, mais à ce point, c'est vrai que ça rappelle des cinéastes qui ont beaucoup aussi filmé la parole. Mais là, c'est quand même très singulier parce qu'en fait, moi personnellement, à chacun des 3 films que j'ai eu la chance de voir en fait dans la foulée, j'ai vraiment vu quasiment en 3 jours les 3. C'est pas mal de faire comme ça. En fait, le premier quart d'heure à chaque fois, ça me prenait à rebrousse-poil parce qu'en fait, il y a une certaine candeur qui nous prend tout de suite, qui est frontale, une candeur frontale. Donc le cinéaste, on sent qu'il assume ça complètement et c'est un peu à prendre ou à laisser. Et moi, mon premier réflexe vis-à-vis de ça, c'est plutôt d'être un peu circonspect, voire irrité. Et en fait, après ce quart d'heure, on va dire, ce sas d'entrée, on se coule dans ce rythme si particulier. Et ce qui emporte quand même le morceau, c'est que c'est suprêmement intelligent, en fait, tout simplement. Enfin, genre, les dialogues suintent l'intelligence. Et il y a quand même une dialectique qui se met en place de résolution des conflits qui est assez fascinante. Et là-dessus, moi, c'est vrai que voilà, je peux être assez client d'un cinéma de la parole, d'autant que je trouve que voilà, ça ne se limite pas qu'à ça. Mais là aussi où il y a une grande bienveillance, ce mot est très à la mode, mais c'est vrai que c'est ça, il y a une grande bienveillance, mais en même temps, il y a beaucoup d'aspérité quand même dans les scènes et de par le sujet qui peut être abordé, ouais. Ben, déjà, le sujet, parce que mine de rien, il va quand même au fond de choses qu'on n'aborde pas souvent au cinéma. Les homosexualités, les différences de genre sont abordées à fond en 3 films là. Alors, je dis pas que ça couvre tout le spectre des questionnements autour de ça, mais c'est vraiment des choses qu'on voit quand même peu au cinéma. L'amour homosexuel exploré de manière si profonde et je veux dire sans s'excuser non plus, sans dire attention gros sujet, etc. C'est presque naturel. Il y a un naturel assez délié dans ces films-là. Mais en même temps, c'est pas non plus béni oui. C'est-à-dire qu'en fait, la parole est une chance pour partager un amour, partager une émotion qu'on a eue avec autrui, parce que comme il est dit je crois que c'est dans Rêve, quand on vit quelque chose de si fort, on a envie de partager en fait. On peut pas le garder en soi. Et en même temps, la parole est un piège parce que dans ces cas-là, quand on se confie, notre intériorité cesse d'être complètement à nous, en tout cas cette intériorité-là qu'on a partagée, et donc les autres vont la réinterpréter, se l'approprier pour en faire quelque chose qui va pas forcément plaire à la personne qui a commencé par en parler. Et donc, notamment dans Rêve, la romancière, non, enfin, peut-être la romancière. Elle devient romancière. La jeune fille qui a 17 ans, qui s'éprend de sa professeure, qui est évidemment, qui approche peut-être la quarantaine, ou en tout cas qui a 35-36 ans. Ouais. Et bien en tout cas, elle écrit spontanément cet amour qui l'a foudroyée alors qu'elle s'y attendait pas, et elle couche sur le papier. Et en fait, quand ses proches, sa grand-mère et sa mère successivement lisent le récit, elle s'en empare, et donc ça désempare la jeune fille. Parce que en fait, l'une et l'autre vont avoir des réactions contrastées. Oh, il faut que tu publies ça. La mère, mais en fait, il faut porter plainte. Enfin, il y a différentes choses qui se nouent à partir de cette perturbation. Et alors évidemment, comme ça reste un cinéaste qui est visiblement est très humaniste et a confiance, une confiance inébranlable en l'humanité, évidemment que on n'en restera pas à ce stade de conflit. La parole va à nouveau résoudre les conflits qu'elle a elle-même fait émerger. Donc il y a un tourbillon un peu permanent. Ouais, tout à fait. Mais tu relèves donc on en a déjà relevé 2. Donc il y a dans Désir, il y a cette relation extra-conjugale, donc qui est vraiment dans 99% des cas au cinéma, ça basculerait forcément dans quelque chose de beaucoup plus conflictuel. Au mieux, ou au pire, dans une mauvaise comédie à la française sur un sujet un peu graveleux. Ce n'est jamais l'angle sous lequel il va le prendre.
De la même manière, dans Rêve, on est dans quelque chose, surtout aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, on est dans quelque chose d'extrêmement tendancieux et extrêmement problématique, des relations élèves-professeurs, mineurs, adultes. À aucun moment, en fait, si, c'est bien exprimé clairement dès que la mère apprend plus ou moins la nature de cette relation, mais finalement, ça va être totalement désamorcé sous différentes formes de paroles. D'abord le livre et ensuite, après, en discutant, elle va même rencontrer le professeur, blablabla. Quelles que soient les situations, de toute façon, dans Amour, il y a ce côté appli de rencontre, on va dire même le côté massif de la rencontre avec des Tinder, Grindr et tout ça. Mais finalement, c'est une nouvelle fois dans ce film-là, les attendus vont être totalement déjoués et nous emmener sur un terrain qui soit tout à fait autre. Et donc tu disais, oui, quand on rentre à chaque fois pour chacun de ces 3 films, en fait, au départ, il nous faut un petit temps d'adaptation. Ce que je comprends totalement et ce que je peux concevoir également, c'est que certaines personnes vont peut-être pas réussir à faire cette bascule-là parce que alors on a coutume de parler pour un autre type de cinéma de saut de foi pour réussir à croire à certains sujets. Là, c'est pas vraiment de l'ordre du saut de foi, mais c'est un saut de bienveillance, pour reprendre le terme que tu as utilisé. On est tellement peu habitué au global dans nos vies et au plus particulier au cinéma, à des choses qui sont à ce point non pas dépourvues d'aspérité, mais qui cherchent à les résoudre de manière anti-conflictuelle. Et il y a plein de moments comme ça dans les films où on sent vraiment cette espèce de trop plein de bienveillance et de bien-être et d'un regard apaisé sur les gens et sur les situations. On n'est tellement pas habitué à ça qu'il y a des moments où on est... je dis pas que c'est un film de science-fiction, mais en tout cas, c'est quasiment un film utopiste. Parce que une espèce de tendance à... J'imagine que c'est le ressenti des réalisateurs. C'est une espèce de tendance vers laquelle ils souhaiteraient que la société aille. Il est d'autant plus facile, enfin en tout cas, c'est plus facile à considérer de pouvoir le placer ce genre de situation en Norvège, qui est, voilà, il y a les standards scandinaves, une société relativement riche qui autorise aussi plus de solidarité. Mais ce que tu dis sur l'utopie, c'est intéressant parce que ça m'amène aussi à ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que on reste pas dans des intérieurs cloisonnés ou dans ce champ un peu cloisonné d'une discussion à deux. Bon, déjà, il fait varier les échelles de plan. Ça peut être du champ contre champ, mais parfois c'est 2 personnages dans un même cadre. Parfois, le début de Désir, c'est juste un seul personnage qui parle à l'autre personnage qui est derrière la caméra, et la caméra va tourner progressivement pour le faire apparaître. Donc, la mise en scène est assez sophistiquée. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez génial. Donc, c'est vraiment pas un film juste purement littéraire. C'est un vrai cinéaste. Mais dans ce côté utopique, c'est aussi parce que ces personnages sont dans une ville, et c'est pour ça que le titre de trilogie d'Oslo, même si c'est un artefact marketing pour le distribuer en France, c'est pas si con, parce qu'en fait, la ville est vraiment présente dans le film. Entre certaines scènes, il y a en fait des ponts, littéralement parfois, mais de ville qui est filmé par le réalisateur en plan fixe. Et alors c'est des trucs parfois pas très glamour, c'est des bretelles d'autoroute, c'est des rues, c'est des endroits parfois je sais pas bien famés, ou enfin voilà, c'est vraiment il filme la ville. Et en fait, ce qu'on comprend effectivement, c'est que ces personnages et leurs relations adviennent dans une sphère publique, parce que la parole, c'est faire advenir son intériorité dans la sphère publique. Et donc forcément, à un moment donné, il y a le personnage dans Amour qui dit non, ne démissionne pas de la mairie, la ville a besoin de toi. Donc l'autre, elle rigole un peu et elle fait bah non, mais ça, à la limite, on pourrait dire ça de toi. Et la personnage fait oui, bien sûr, la ville a besoin de moi. Ben, je suis la ville. Mais en fait, c'est sur le coup, on ricane un peu, mais c'est vrai que voilà, il y a cette foi totale sur le fait que la communauté politique et géographique s'incarne dans les personnages qui nous sont montrés. Donc c'est pour ça que c'est au-delà juste d'un cinéaste un peu bourgeois, de salon bourgeois, quoi. C'est vraiment beaucoup plus. Ouais, alors après, je pense que c'est...
Ça, le côté bourgeois, de toute façon, c'est une société profondément bourgeoise, la société norvégienne. En Europe, c'est quasiment sans équivalent. Hein. C'est une société qui est extrêmement riche, qui ne l'a pas toujours été, mais qui l'est devenue de par la manne pétrolière, dont la population est relativement limitée. On doit être à quelque chose comme 6 millions d'habitants sur un territoire qui est relativement vaste. Et Oslo fait un peu petit village dans le film, par certains aspects, pas sur tout. C'est quelques centaines de milliers d'habitants. Donc après, c'est un terreau qui est nécessairement favorable. Hein, ce pays et cette ville pour pouvoir proposer l'utopie que l'on voit, qui n'est pas que utopique. Il y a des choses qui sont de toute façon, au jour d'aujourd'hui, déjà concrétisées, j'imagine. En particulier dans ce pays-là. Mais il y a une part d'utopie parce qu'on peut pas non plus ne pas oublier que il suffit de remonter quelques années en arrière pour se souvenir qu'il y a eu des massacres absolument horribles dans un camp de jeunes socialistes sur une île qui est juste en face de Oui, non, mais il y a des problèmes dans cette société comme dans n'importe quelle société. Mais clairement là on peut et je pense que si on devait parler d'autres cinéastes de la parole type un Rohmer, c'est là où il va particulièrement se distancier, c'est que Rohmer a vraiment aussi une mise en scène qui est extrêmement réaliste. Ouais. On est vraiment sur une prise de la réalité qui est totale. C'est moins le cas, c'est plus sophistiqué d'une certaine manière dans sa réalisation à Ågerud. Et de par le fait qu'il évacue justement certains pans de la société, on sent aussi que c'est pas totalement réaliste, et ça aussi, ça fait partie de entre guillemets, saut de foi, ces codes que l'on doit accepter lorsque l'on est devant son film au départ pour réussir à pleinement l'accepter. Et après, moi, ça m'a fait penser sur certains aspects à certaines séries dans le style soap américaine, mais même en remontant aux années 70-80. Effectivement, tous ces inserts de la ville qui sont très, très intelligemment disséminés au sein de la trilogie. D'une, ils permettent de vraiment capter la géographie globale, puisque aucun de ces trois films ne revient sur les lieux géographiques de l'un des deux autres. Donc on a vraiment une vision très, très, très pleine de ce qui est Oslo. Et je pense que ça fait vraiment partie du projet d'Ågerud, d'essayer de capter une certaine diversité au sein de la ville. Mais ces inserts, moi, ça m'a aussi fait penser à des raccords qui sont des raccords de facilité dans le soap pour mettre en vis-à-vis, enfin pour raccorder deux scènes qui peuvent se passer. Et il y a d'autres aspects dans le film qui jouent un petit peu de cet aspect-là. Une musique qui, sans être désagréable, un petit côté un petit peu trop sucré, un peu liquoreux. Il y a quelques effets de style qui sont particulièrement voyants avec les surimpressions ou des choses comme ça. Ça, tu y vois de l'ironie ou du premier degré, mais toi, avec lequel tu prends une certaine distance? Non, alors de l'ironie, j'en vois plus sur l'un des trois films, mais pas vraiment sur l'aspect mise en scène. La mise en scène, pour moi, elle vient vraiment redoubler ce côté trop gentil, entre guillemets, du ton global qui accompagne le film. Après, si je devais parler d'ironie, j'en verrais plus dans Désir, au travers de certains dialogues où... le ramoneur, en plus, qui a... À un moment donné, elle lui demande d'expliciter la scène qu'il a vécue avec son amant d'un après-midi. Évidemment, étant ramoneur, je pense que là-dessus, c'est un peu grivois. Et de la même manière, une fois, donc son collègue, qui est aussi son supérieur, va avec son fils, parce que son fils, ils ont été trop gentils à porter une machine à laver ou un frigidaire, je ne sais plus, alors qu'ils étaient en train de marcher dans la rue. En fait, le fils s'est plus ou moins tordu le poignet. Et lorsqu'il sort, il dit ils ont même pas dit merci. Et donc ils vont voir une femme médecin qui est aussi qui est vraiment un personnage assez unique dans la trilogie, très elle leur cash, balance plein de vérités en 5 minutes. C'est assez exceptionnel cette scène, effectivement. En tout cas, moi, c'est vrai que j'étais assez au début. Enfin, c'est typiquement le genre de film et de sensibilité. Je comprendrais qu'on n'adhère pas parce que pendant un quart d'heure à chaque fois, je me sens pas passer du bon côté, quoi, de me dire ça va me gaver. On n'est pas habitué à. Et en fait, quand on passe de l'autre côté, par contre, je trouve ça assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement sincère, candide.
mais c'est voilà, il y a une lucidité aussi en même temps, donc ça cache pas les choses sous le tapis quand même. Ça aborde tout. Ça, bien sûr, la volonté, on sent qu'il y a peut-être une sensibilité chrétienne à l'œuvre. Il y a plusieurs personnages qui sont chrétiens ou qui disent des vérités chrétiennes dans ces 3 films, donc faudrait voir. J'ai pas vérifié, mais en tout cas, il y a quand même une lucidité qui là est pas du tout du ressort de l'hypocrisie des religions, quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose au contraire, on va vraiment au fond des choses. Et moi, il y a à la fois voilà ce côté terre à terre, presque un petit peu trivial sur certains aspects. Complètement. Et en même temps, il travaille cette trivialité, mais en même temps, ça n'empêche pas le lyrisme dans plusieurs moments. Et moi, ce mélange-là, je trouve qu'il est extrêmement réussi. Et plusieurs fois, j'ai quand même été assez emporté par ces films-là. Donc, grosse découverte, hein, franchement. Non, mais j'aurais tendance à dire tenter l'expérience de 2 heures de bonté, et on n'en ressort pas forcément si... Lequel est ton préféré, du coup ? Moi, j'aurais une préférence pour Rêve, parce qu'il a une composante qui, je trouve, est vraiment unique à celui-là, qu'on ne retrouve pas dans les 2 autres. C'est que de par le livre que cette jeune femme a écrit pour se soulager de l'expérience et de ce que ça avait généré en elle, s'ensuit en fait un jeu sur les structures à l'intérieur du film même, puisque on lit le livre, puis on parle du livre, et à l'intérieur du livre, on raconte une scène. Parfois, on se retrouve vraiment à perdre totalement pied. Donc, j'ai trouvé une petite complexité supplémentaire par rapport aux 2 autres. Et moi, personnellement, c'est le premier que j'ai vu. Alors, peut-être c'est ça qui joue aussi, mais Désir, c'est celui que j'ai préféré parce que je trouve quand même que c'est là où peut-être ça frotte le plus, ou peut-être le conflit avec sa femme qui accepte pas. C'est peut-être là où on passe le plus près de la catastrophe, entre guillemets. Ah bah oui, et le rétablissement est assez spectaculaire. Et la fin, moi, tu m'as dit hors caméra que tu trouvais ça un peu kitsch, la chanson finale et tout. Moi, j'ai trouvé ça super joli, super beau. Je trouve que voilà, ça incarne bien son cinéma qui est un peu peut-être too much, mais en fait qui est tellement intelligent par ailleurs qu'en fait il nous emporte avec lui. Et que des acteurs, enfin genre les acteurs en pensant, c'est-à-dire que il n'y a aucun acteur que je n'ai jamais vu par ailleurs. Et globalement, sur les 3 films, j'ai trouvé ça assez impressionnant. La direction d'acteur y est forcément pour quelque chose, du coup. Mais il y a des acteurs jeunes, notamment la jeune fille dans Rêve, elle est extraordinaire. C'est ce que je mettrai en miniature, d'ailleurs, YouTube. Normalement, c'est elle que vous aurez vu. Voilà. On va s'arrêter là. Et puis, une prochaine fois. Salut. Salut.